à Mayotte. Nous sommes censés avoir l'association Endo Mayotte, mais pour l'instant, je ne les vois pas, donc ils ne sont pas là pour l'instant, mais on va les attendre et on va, par contre, en les attendant, donc on va commencer avec les présentations. Et donc, je vous invite donc à commencer avec Madame Ségolène Meunier de la MDPH de Mayotte, qui va donc nous parler de l'endométriose au travail, donc comprendre la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé RQTH. Merci de bien vouloir l'accueillir. Bonjour à tous, je suis Ségolène Meunier, donc la directrice de la MDPH, et je vais vous faire une petite présentation sur ce qu'on appelle la RQTH, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui fait partie des droits et orientations qui sont formulés par la MDPH. Donc d'abord quelques chiffres sur le handicap à Mayotte. En 2021, il y avait une étude qui avait été réalisée par l'INSEE qui identifiait sur Mayotte environ 22 000 personnes en situation de handicap. Et sur ces 22 000 personnes, seulement 5 000 qui disaient se sentir souffrant de handicap. Et ces 5 000 personnes correspondaient à peu près aux chiffres qui étaient recensés par la MDPH de bénéficiaires avec un dossier chez nous. Aujourd'hui, la MDPH, on recense un peu plus de 9 000 bénéficiaires. Et en ce qui concerne la RQTH, on a 1333 actuellement bénéficiaires de RQTH sur Mayotte, avec un pourcentage qui me semble intéressant à noter, c'est la très grande sous-représentativité des femmes sur ces RQTH. Les femmes sont à peu près un tiers de nos bénéficiaires RQTH. C'est un chiffre qu'on retrouve dans l'ensemble de nos dossiers. 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes. Et donc pour préparer mon intervention, j'ai regardé le nombre de RQTH liés à l'endométriose. A priori, on n'aurait que 2 personnes qui seraient concernées. Donc la reconnaissance de cette qualité en travailleur handicapé, elle est définie par le Code du travail et elle s'adresse à la fois aux demandeurs d'emploi, à des personnes qui sont déjà en emploi, mais aussi aux étudiants et aux jeunes à partir de 16 ans qui sont dans un cursus de formation. Concrètement, pour faire la demande de cette RQTH et pour toutes les autres demandes qui sont liées à la MDPH. Donc la première chose à faire, c'est d'obtenir un dossier de la MDPH qui se trouve assez facilement, que ce soit sur les sites de la MDPH, sur nos permanences dans les maisons France Service dans le Nord, sur Petite Terre, mais également dans les CCAS, les UTAS ou sur Internet. Et ce dossier qu'il va falloir remplir avec des pièces obligatoires, donc des documents d'identité, un justificatif de domicile et surtout 2 documents CERFA. Un premier document qui est rempli par le bénéficiaire, par la personne qui fait la demande, qui a pour but de décrire de manière la plus précise possible les retentissements du handicap ou de la maladie invalidante sur la vie quotidienne, sur la vie sociale, sur son travail, sur sa scolarité, etc. Et il y a un deuxième document CERFA qui est le certificat médical, qui habituellement est rempli par le médecin traitant, mais ça peut être par un autre médecin. Et ce dossier, il ne faut pas hésiter à le compléter avec toutes les pièces qui vont permettre aux évaluateurs après à la MDPH de vraiment se faire une idée du retentissement de la maladie ou du handicap sur la vie de la personne pour pouvoir proposer les meilleures orientations et les droits qui sont adaptés à la situation. Une fois ce dossier rempli et complet, déposé à la MDPH, il y a une attestation de dépôt qui est remise et qui lance
le départ de l'instruction du dossier MDPH. Habituellement, cette instruction doit prendre environ 4 mois. Alors là, vous connaissez certainement les difficultés qu'a connues la MDPH. C'est sûr qu'on est sur des délais bien plus élevés, mais il y a quelques années en arrière, on tenait très bien ces 4 mois. Donc on espère y revenir. Le dossier va être instruit, va être évalué par des professionnels soignants, des médecins, des infirmiers, psychologues, des travailleurs sociaux. Et cette équipe évaluatrice va faire des propositions d'orientation, de droit, pour adapter à la situation de la personne, qui vont être ensuite validées ou non, ou rejetées, par une commission, ce qu'on appelle la CDAPH. Et c'est à partir de là où en ressort la fameuse notification MDPH qui va octroyer les droits à les orientations et notamment la RQTH. Alors, pourquoi demander cette RQTH? Quels sont les avantages pour le travailleur handicapé de faire cette demande de RQTH? Il faut savoir que les travailleurs handicapés sont soumis aux mêmes droits que n'importe quel travailleur sur le Code du travail, avec malgré tout quelques spécificités. Et la RQTH va permettre de bénéficier d'un certain nombre de mesures, notamment des aménagements de postes. Pour l'endométriose, on pense assez facilement à des aménagements d'horaires, à du télétravail. Ça peut être sur le poste de travail, ça peut être par exemple une chaise de bureau plus confortable, un bureau qui serait positionné peut-être à proximité des toilettes, des sanitaires pour faciliter les allers-retours, une place de parking qui serait à côté de la porte d'entrée de l'entreprise, voilà, ce genre de mesures. Alors il y a d'autres mesures qui existent. Par exemple, il y a le délai de préavis en cas de licenciement qui est augmenté et il y a des facilités aussi pour intégrer la fonction publique avec ou sans concours. Et également des mesures sur la retraite, avec des retraites anticipées possibles. Voilà, donc quelque chose de très avantageux pour les employés, mais aussi pour l'employeur. Donc l'employeur qui va pouvoir, grâce à cette RQTH, bénéficier des aides financières pour l'aménagement du poste, par exemple, qui sont proposées par le FIP pour la fonction publique et ce qu'on appelle l'AGFIP pour le secteur privé. Et en parallèle, le fait de recruter une personne avec RQTH, ça va permettre à l'employeur de se rapprocher, espérer se rapprocher des 6% d'obligations d'emploi de personnes en situation de handicap. Voilà. Merci beaucoup, Ségolène. Est-ce qu'il y a des questions parmi... Oui, madame. Bonjour à toutes et à tous, Tanlimé Atibou, conseillère conjugale et familiale à l'ACFAV. Je voulais demander pour les personnes est-ce qu'une personne qui souffre des fibromes, elle peut aussi bénéficier de l'appellation RQTH? Alors pour le fibrome spécifiquement, je ne sais pas. En fait, c'est toutes les... L'endométriose est compris dans les maladies, fait partie des maladies invalidantes, est considérée comme une maladie invalidante, ce qui veut dire qu'elle peut amener à une RQTH, que ce soit l'endométriose ou d'autres maladies invalidantes. Après, c'est le médecin, notre médecin, les équipes médicales de la MDPH, qui à partir du dossier qui sera remis, va déterminer un taux d'incapacité. Savoir qu'on a 3 stades, ce taux est divisé en trois catégories, de 0 à 50% qui ouvrent à très peu de droits, de 50 à 79 où la RQTH est possible, et au-delà de 80% d'invalidité où là on a des orientations et des droits très importants. À partir du moment où c'est considéré en maladie invalidante, ça peut donner lieu à une RQTH. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bonjour à toutes et à tous. Anzra Abdou Hamza, référente handicap d'une collectivité que je ne citerai pas. Quand on sait que les dossiers peuvent prendre beaucoup de temps pour le traitement, etc., qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour faciliter les collègues et les personnes qui sont atteintes de maladies gynécologiques comme les fibromes, l'endométriose ou encore les SOPK, pour leur permettre en fait de les fidéliser et de diminuer les problématiques invalidantes qu'elles ressentent au quotidien, sachant que dans les collectivités, en fait, parfois les RH ne sont pas vraiment sensibilisés à ces questions-là, et sachant aussi que c'est des maladies qui sont considérées comme tabous, c'est un peu compliqué de fidéliser les collègues et de leur dire qu'elles ont des droits et qu'elles peuvent avoir quelque chose pour restreindre ces incapacités. Donc la question en général, c'est est-ce qu'il y a des moyens qu'on peut mettre en place, des moyens qui sont mis en place en attendant la validation et le traitement de dossiers pour la RQTH? Alors, deux choses. Là, c'est sûr qu'on est sur la MDPH et sur des délais très très importants parce qu'il y a eu un contexte extrêmement particulier. Mais on a relancé la machine et on espère bien l'année prochaine retrouver un rythme de croisière qui, en 2022, la MDPH était excellente avec des délais de traitement qui étaient de 3 mois, bien inférieurs à ce qui est retrouvé dans d'autres départements. Ensuite, une personne qui n'aurait pas encore cette RQTH, elle peut malgré tout, l'employeur peut malgré tout lancer les démarches auprès du FIP et de la GFIP pour les financements, pour débuter l'aménagement de poste, donc en lien avec la médecine préventive si elle est là, avec des études d'ergothérapeute pour voir ce qui peut être proposé, ce qui sera adapté pour la situation de la personne. Et en parallèle, cette personne dépose son dossier à la MDPH. Et une fois qu'elle aura sa reconnaissance, l'employeur pourra bénéficier des remboursements par le FIP et la GFIP. Mais rien n'empêche de lancer les démarches sans attendre d'avoir la fameuse notification. Bonjour. Vous avez évoqué en début de présentation une importante disparité de genre entre les bénéficiaires de la MDPH. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires, des interprétations ou une intuition? Merci. Non, on n'a pas de vraie explication à donner. Après, des hypothèses, oui, qu'on peut se... alors moi, ma première hypothèse, c'était peut-être au niveau du dépistage. Est-ce que il y avait les jeunes filles moins scolarisées, avaient moins de dépistage au niveau de l'école, enfin, ce genre de choses. Mais on n'a pas de... Non. D'autres réactions? Donc, nous allons continuer donc, cette table ronde avec l'association Endomayotte qui va donc nous parler de pourquoi ils ont voulu organiser cette table ronde et donc comprendre les motivations qui les ont menés à organiser cette table ronde. Merci. Bonjour à tous. Je me présente, Ansifati Alidi, la trésorière adjointe de l'Endomayotte. Du coup, on a tenu à mettre en place cette action pour pouvoir informer davantage à la population mahoraise sur les questions du maladie qui est l'endométriose, qui touche pas mal de femmes sur le territoire, mais qui est une maladie très méconnue. Parce qu'on a l'habitude à la maison, on nous parle de Mimbetsabe. Quand tu as des règles très douloureuses, on nous parle de Mimbetsabe. Et pourtant, ça s'avère que c'est l'endométriose qui fait déjà le travail et qu'on ne le sache pas. Mais pas que. Du coup, même au travail,
la plupart des femmes qui souffrent de cette maladie ne sont pas du tout prises en compte par les employeurs. Ils sont obligés soit d'avoir des arrêts maladie pour rester à la maison avant de reprendre le travail, et que tout ça commence dès le plus jeune âge. C'est pour cela que parmi les actions de Endomayotte, on sensibilise dès le collège pour que les jeunes puissent aussi connaître la maladie, et d'autres actions à venir, dont un gala qu'on mettra en place prochainement sur la maladie. Donc je vais juste revenir sur pourquoi on a créé l'association Endomayotte, parce que notre présidente, qui est Abouchirou, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui, a tenu peut-être un jour à parler sur les médias, à faire un coup de gueule sur cette maladie qui est méconnue. Et par la suite, nous autres, on s'est approchés d'elle. C'était en 2022 qu'on a pu créer l'association. Et aujourd'hui, dans l'association, il y a à peu près une 50aine de femmes et peut-être 5 hommes qui sont avec nous. Et donc, on fait aussi appel aux jeunes, que ce soit aux Mahorais, à la population, de rejoindre l'association, parce que les actions qu'on doit mettre en place sont des actions très, très importantes. Aujourd'hui, on n'a pas les chiffres exacts des femmes qui sont atteintes par cette maladie sur le territoire de Mayotte, mais ce sont des études qu'on aimerait mettre en place en partenariat avec l'ARS et d'autres partenaires. Merci. Merci beaucoup, Alidi. C'est Ansifati, pardon. Ansifati pour ces petites lignes sur l'association. Est-ce que vous avez des questions, des réactions concernant l'association Endomayotte? Non? Oui. Bonjour. Moi, j'avais juste une question par rapport à les actions que vous mettez en place. Est-ce que vous avez un espace d'accueil, par exemple, pour des femmes qui auraient de problèmes ou qui auraient l'endométriose et qui pourraient venir peut-être en parler, je ne sais pas, avec d'autres femmes ou avec vous directement, ou les professionnels que vous avez en fait? Parmi les actions, déjà on est installé au nord de Mayotte, et puis parmi les actions qu'on essaie de mettre en place, du coup on peut appeler la présidente sur son téléphone. Si jamais on a des questions par rapport à l'adhésion ou bien des problématiques, ou si vous avez aussi des suggestions des actions qu'il faudrait mettre en place, du coup il faut appeler la présidente, et puis nous on se réunit et puis on met en place les projets. Parce que l'année dernière, il y a déjà eu un événement qui était organisé à l'hémicycle Bamana, et ce sont des actions qu'on aimerait faire de temps à autre pour pouvoir sensibiliser la population. Oui. Oui, bonjour, Idaroussi Amina. En fait, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes installé au nord, mais nous, on aimerait savoir dans quel village, est-ce que vous avez un bureau, et est-ce qu'on peut avoir vos coordonnées, s'il vous plaît, adresse? Je vous donnerai l'adresse tout à l'heure. De l'endroit exact, de là où vous pouvez nous joindre, et le numéro de téléphone de la présidente. Encore une dernière question, après on enchaîne. Non, ce n'est pas une dernière question, mais juste pour vous compléter. Donc c'est la Croix-Rouge. On est déjà partenaire avec Endomayotte depuis l'année dernière, et effectivement, donc, ils interviennent avec nous au niveau du projet santé menstruelle, dans les établissements scolaires qu'on a sélectionnés, mais également dans nos locaux, notamment la journée mondiale de l'endométriose. Donc ils interviennent également dans les associations. Donc si vous les appelez, ils se déplacent et ils expliquent réellement leurs actions.
Et on a déjà fait des groupes de parole au sein de la Croix-Rouge au lieu d'accueil de jour avec différentes femmes de différentes cultures où on échange sur les règles. Parce qu'à Mayotte, on a nos règles à nous, enfin notre culture par rapport aux règles. Au niveau des personnes venant d'Afrique, etc., ils ont leur culture également concernant les règles. Et d'autres pays, aux Comores ou en Juin, c'est d'autres façons également d'approcher au niveau des règles. Voilà, c'était juste pour la compléter. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à la prochaine présentation. Donc, c'est moi qui vais la faire. Et ce sera donc sur qu'est-ce que l'endométriose et comment comprendre l'endométriose. Ça sera quelque chose de très simplifié parce que je pense qu'on n'est pas tous, parmi vous, vous n'êtes pas forcément comment je dis, vous n'êtes pas des professionnels là-dessus. Donc, je vais vraiment donner quelques clés qui vont permettre de comprendre déjà ce que c'est que l'endométriose et les théories qui ont été émises jusqu'à présent. Et j'insisterai particulièrement sur une théorie qui est la théorie universelle et acceptée jusqu'à présent parce que d'autres théories existent. Je vous en donnerai juste les noms, mais après je ne les détaillerai pas ici. Mais sinon, ensuite on aura donc l'intervention du professeur Élodie Chantala qui va pouvoir nous expliquer la prise en charge donc, des patients, etc. Donc, l'endométriose, je sais qu'ici, il est normal d'entendre parler de, justement, comme l'a dit Ansifati, donc de l'asso Endomayotte. Il est courant d'entendre, bon, mais j'ai mal au ventre quand j'ai les règles, donc ça va paraître tout à fait normal. Mais ce qu'on va essayer de comprendre ici, c'est qu'il y a des choses qui peuvent paraître normales, mais en fait, ce n'est pas normal de souffrir quand on a ces règles. Ce n'est pas normal non plus de souffrir pendant l'accouchement aussi actuellement. Donc, on a des outils et la technologie, voire même des outils de diagnostic qui peuvent permettre de comprendre le pourquoi du comment et donc aider à la prise en charge de ces souffrances. Donc, comprendre l'endométriose. Qu'est-ce que c'est que l'endométriose? Diapo suivant. Donc, l'endométriose toucherait, je dis bien toucherait, une femme sur 10. Une femme sur 10, sachant que toutes les femmes qui sont atteintes ne sont pas diagnostiquées. L'endométriose, c'est une maladie qui va toucher le système reproductif de la femme. Donc, le système reproductif féminin, ça va être l'utérus. Elle va se caractériser donc par l'implantation, c'est-à-dire donc l'installation, donc la colonisation de cellules de l'utérus, ici en rouge. Diapo suivant. Donc, qui vont quitter l'utérus et aller s'implanter dans d'autres organes, du pelvis. Là, je vous ai juste mis en exemple donc les ovaires ou la trompe de Fallope. Cette implantation va s'accompagner d'une croissance de ces cellules sous l'influence des hormones. Donc, chez la femme, ça va être l'œstrogène en particulier qui va influencer donc, la croissance de ces implantations. Ces implantations donc, vont former ce qu'on appelle des lésions et ces lésions vont former en fait une inflammation qui va provoquer donc, la douleur. Diapo suivant. Donc, pour aller plus loin, je ne peux pas parler de l'endométriose sans vous expliquer ce que c'est que l'appareil reproductif féminin, c'est-à-dire donc l'appareil composé donc d'utérus, des ovaires. Bon, je vais me rapprocher. Donc, comme on peut le voir ici, nous avons donc les ovaires. Les ovaires c'est donc le lieu où va se produire donc les ovocytes, ce qu'on appelle les ovocytes, donc les œufs, qui vont après être captés une fois matures, donc ils vont maturer dedans et être captés par la trompe de Fallope, arriver jusqu'à l'utérus, donc le lieu où va avoir lieu la plupart du temps la fécondation et l'implantation du bébé et le développement. Ensuite, donc, on a ce qu'on appelle donc l'endomètre, qui est cette partie un peu plus claire ici, donc qui est la paroi en fait en contact avec du coup la cavité utérine. Ensuite, nous avons donc le col utérin et le vagin. Diapo suivant. Donc, comme j'ai expliqué, une fois mature, l'œuf, donc l'ovocyte, va passer
dans la trompe de Fallope pour ensuite être fécondé. Et une fois fécondé, va s'implanter donc dans l'utérus. Et c'est là que le bébé va se développer. Ça, c'est normalement ce qui est prévu par la nature. Diapo suivante. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de fécondation et qu'il n'y a pas de bébé? Donc, il se passe donc ce qu'on appelle donc la menstruation, donc couramment appelée les règles. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'endomètre ici, donc en rouge, va dégénérer et donc on va avoir un écoulement de sang, donc ce qu'on appelle les règles. Diapo suivante. Donc, ce qui a été admis jusqu'à présent, et donc la théorie qui a été admise concernant l'endométriose, ce serait qu'il y aurait une menstruation rétrograde, c'est-à-dire que les cellules de l'endomètre, au lieu de toutes descendre, vont en fait remonter. Ici, les flèches rouges que vous voyez vont remonter et aller donc s'implanter dans d'autres organes, parfois même ailleurs que dans les organes reproductifs. Donc, on peut avoir par exemple des implantations au niveau du ligament ovarien, on peut avoir des implantations au niveau de la trompe de Fallope, ce qui amène parfois à des complications liées par exemple à l'infertilité, enfin qui peut provoquer de l'infertilité parce que les spermatozoïdes ne vont pas avoir accès aux ovocytes. Diapo suivante. Donc, comme je vous disais, la théorie de la menstruation rétrograde, c'est-à-dire la remontée donc, des cellules de l'endomètre vers d'autres organes, est la plus couramment, celle qui a été retenue universellement. Et des études existent pour valider cette théorie, mais on ne connaît pas vraiment les mécanismes. C'est-à-dire que toutes les femmes qui vont avoir des menstruations rétrogrades ne vont pas forcément développer de l'endométriose. Et ça, on ne comprend pas pourquoi, comment ça se fait que certaines femmes chez qui on nous soupçonne donc ces menstruations rétrogrades vont développer de l'endométriose, mais que d'autres ne le développent pas. Donc à cela se rajoutent d'autres théories donc, qui vont peut-être dans quelques années permettre d'expliquer un peu plus ce mécanisme, notamment la métaplasie. Donc la métaplasie, c'est quoi? Ce serait que d'un coup, les cellules donc, d'un organe particulier se transformeraient, donc déjà différenciées, se redifférencieraient en cellules endométriales. Et c'est comme ça qu'on expliquerait la théorie de la métaplasie. L'autre théorie, donc, c'est la génétique. La génétique, c'est-à-dire que ce serait transmis de mère en fille. En tout cas, ce serait lié à la génétique, donc héréditaire. L'autre aspect, ce serait l'épigénétique, c'est-à-dire que l'environnement donc, aurait de l'influence sur notre génétique, donc des gènes qui seraient modifiés, mais sans forcément modifier l'ADN, qui induirait cette implantation. Et aussi une autre théorie qui peut-être me paraît intéressante, mais en tout cas qui est à démontrer, ce serait que il y aurait un dysfonctionnement de notre système immunitaire donc dans une région, et ce dysfonctionnement permettrait en fait induirait donc une inflammation et permettrait en fait l'implantation donc de cellules endométriales en dehors. Donc voilà, ça reste des théories qui ont été, il y a des publications dessus, mais bon, il y a des mécanismes qui restent à être validés, dans la mesure où la plupart des études se font sur des souris, par exemple, chez la souris, et qu'il faudrait, à un moment donné, pouvoir les valider chez l'homme. Diapo suivante. Donc, comme je vous expliquais, les cellules endométriales vont aller s'implanter donc ailleurs que dans l'utérus. Donc ici, l'extérieur de l'utérus et la trompe, donc l'appareil reproducteur féminin, mais aussi on peut avoir des implantations au niveau des intestins, au niveau des poumons. Ça peut remonter très 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 loin. Ça peut aller très très loin. Donc ces cellules vont agir comme si elles étaient dans l'endomètre.
c'est-à-dire comme elles étaient dans l'utérus. Elles vont continuer à recevoir donc des hormones, donc elles vont être sous l'influence des hormones. Et lorsque la personne va avoir ses règles, ces cellules-là vont se mettre aussi à saigner, comme si elles étaient dans l'utérus. Et cela donc va provoquer donc des irritations au niveau local et aussi ce sera source donc de douleur. D'accord. Diapo suivante. Parmi les symptômes donc qu'on reconnaît, c'est-à-dire que tous ces symptômes-là ne veulent pas forcément dire que vous avez l'endométriose, mais ça fait partie des symptômes identifiés chez des personnes donc, qui ont l'endométriose, parce que tous ces symptômes-là peuvent être expliqués par d'autres facteurs. Vu qu'on ne connaît pas forcément le mécanisme biologique derrière l'endométriose, donc ça doit être, en fait, ces symptômes-là doivent vous amener en tant que femme à consulter et à justement soit écarter ou valider la théorie de l'endométriose possible, la maladie. Donc parmi les symptômes couramment connus, c'est l'infertilité. Il peut y avoir une infertilité en fonction justement de la localisation de ces implantations. Il va y avoir donc la douleur. Donc plus souvent on associe, dès qu'il y a douleur, on va soupçonner l'endométriose, pas forcément, mais bon, ça peut mener à soupçonner. Donc, ça va être des douleurs au niveau du dos, au niveau du pelvis, mais aussi en dehors des règles, et pas forcément que pendant les règles. Et donc, ça doit mener les femmes et les jeunes femmes à consulter. L'autre symptôme, c'est une fatigue. Qui peut même parfois mener jusqu'à la dépression, donc fatigue très très intense parce que liée à ces douleurs chroniques parfois, donc qui peuvent durer pendant tout le cycle. Et sinon, et aussi des règles douloureuses et abondantes. Donc une perte très très importante de sang. Ça doit aussi mener à consulter. Diapo suivante. Au niveau du diagnostic, donc la première phase, donc ça va être un entretien avec le médecin, un gynécologue, qui va vous poser des questions, pour savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des inconforts, etc. Ensuite, donc il y a l'imagerie qui va permettre d'aller chercher justement des zones où il y aurait des lésions. Et donc l'échographie ou l'imagerie par résonance magnétique, donc l'IRM, qui est très très efficace justement pour aller identifier les lésions dues à l'implantation des cellules endométriales en dehors de l'utérus. Et je vous remercie. Non, pardon. Donc, je disais donc que l'endométriose est une maladie complexe dont les causes sont peu connues parce que jusqu'à il y a quelques années, on n'entendait pas du tout parler de l'endométriose. Ça a été pris à bras le corps, on va dire, avec la création de certaines associations et surtout le fait que certaines femmes qui ont quand même qui ont de l'influence ont pris ce sujet en main et en ont parlé. Sinon, on n'en parlait pas et c'était normal qu'une femme souffre pendant ses règles. Donc, étant donné que le mécanisme biologique complet n'est pas connu, certaines vont passer à la trappe. C'est-à-dire que j'ai mal, mais je vais prendre juste quelque chose pour calmer et puis voilà. Mais je ne sais pas ici à Mayotte qu'est-ce qui est mis en place pour la prise en charge des patients, etc. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment prendre en considération dès le plus jeune âge. Donc dès le plus jeune âge, l'adolescence, on parle de dysménorrhée, donc des douleurs liées aux règles. Il faudrait commencer déjà à se poser la question et à orienter ces jeunes femmes et ces jeunes filles vers un dépistage. Après, je donne juste mon avis. Donc, comme on l'a vu, il y a plusieurs facteurs qui existent, mais encore une fois, on n'en est pas sûr. Par exemple, il y a une dernière une publication récente qui parle des bactéries
qui sont au niveau de l'utérus, qui seraient impliqués, par exemple, dans l'endométriose. Mais ça, encore une fois, ça a été, les études ont été réalisées chez la souris. Donc, plusieurs facteurs existent, mais étant donné que c'est une maladie qui a un impact sur la qualité de vie des femmes, mais il faudrait accentuer un peu plus le diagnostic et aussi prendre de plus en plus en charge. Il n'existe actuellement pas de cure, parce qu'il peut y avoir des interventions chirurgicales pour aller enlever les cellules endométriales quand c'est nécessaire, mais pour l'instant, il n'y a pas de cure. Après, des traitements existent pour améliorer la qualité de vie, mais encore une fois, il n'y a pas de cure. Et donc ça, je pense que professeur Élodie Chantala va nous en parler juste après. Et donc, je vous remercie pour votre attention et bon congrès. Merci beaucoup, Raïssa. Est-ce que... Oui. Bonjour. Par rapport aux facteurs dont vous parlez, vous ne parlez à aucun moment sur la nourriture. Or, nous savons qu'actuellement, beaucoup de maladies sont dues à la nourriture que nous ingérons. Et je dirais pas que à la nourriture, parce que on a commencé à parler des perturbateurs endocriniens, mais les perturbateurs endocriniens déjà, ça a mis du temps à prendre, dans le fait qu'on en a partout. C'est-à-dire que les perturbateurs endocriniens, on a sur nos vêtements, on en a sur les chaises, sur les matelas, partout on en a. Et ça, effectivement, ça influence. Ça influence, et ça, j'ai pas voulu effectivement le dire ici parce que c'est un peu plus compliqué à expliquer, etc. Mais les perturbateurs endocriniens et ce qu'on mange surtout, ça influence ça peut influencer, par exemple, si je prends le cas de l'étude sur le microbiote, donc ça influence le microbiote qui va influencer justement donc tous ces phénomènes-là, soit l'accentuer, soit le réduire, mais en tout cas, oui, les perturbateurs endocriniens et notre environnement aussi contribue énormément à ce genre dans cette pathologie. Il y a eu des études de fait justement sur la nourriture qu'ingéraient les femmes qui avaient des problèmes La nourriture, pas à ma connaissance. Moi, parce je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu quelque chose de fait là-dessus. Là, tout de suite, je n'ai pas d'études en tête. Ça expliquerait peut-être pourquoi, justement, ça n'apparaît que depuis un certain nombre d'années. Oui. Puisque la nourriture de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents, suivant l'âge qu'on a, n'est vraiment pas la même que celle que nous avons actuellement. Oui, c'est sûr. Et quoi qu'il en soit, l'environnement agit. Et c'est pour ça que j'ai parlé non seulement de la génétique, mais de l'épigénétique. Donc ça influence, c'est dans ce sens-là que ça influence justement, l'environnement influence notre physiologie, si je peux dire ainsi. Et donc oui, ça contribue énormément. Après, certainement que des études existent, mais là, en tête, je n'en ai pas. Et comme je vous ai dit, c'est que récemment qu'on a commencé donc, à séquencer, par exemple, dans les cellules qui sont dans l'endomètre, donc les cellules, et les cellules qui sont implantées ailleurs, donc de l'endométriose, pour connaître un peu, est-ce qu'ils avaient le même origine, est-ce que c'est le même ADN qu'on retrouve dans ces cellules-là. Donc oui, alors, ça progresse, mais encore une fois, c'est encore. Merci. On avance doucement. Merci beaucoup. Une autre réaction par ici. C'était juste pour répondre à Odile. Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'endométriose ce soit une nouvelle maladie. C'est juste qu'on ne la connaissait pas et que du coup on ne la dépistait pas, on ne la diagnostiquait pas. Mais probablement que l'endométriose existe depuis très très longtemps. Et qu'on commence maintenant à la dépister parce qu'on la connaît un peu plus et qu'on forme les professionnels et qu'on a de la meilleure imagerie, etc. Ouais. Mais après, effectivement, peut-être que l'environnement influe, mais c'est pas nouveau. Oui, mais après, ça, c'est dans toute pathologie, hein, toutes les pathologies actuellement. Enfin, je veux dire que ce soit... c'est
j'ai pas envie de dire des bêtises, mais je ne sais pas, au niveau des tumeurs, etc., le développement des tumeurs, c'est influencé par l'environnement et ce qu'on ingère, etc. Oui, forcément. Une autre réaction par ici. Bonjour. Là, c'est bon. Moi, j'ai plusieurs questions, en fait. Je voulais savoir si dès qu'on a les règles, quand on est atteint d'endométriose, elles se manifestent, ou si, par exemple, une jeune fille peut avoir des règles au départ pas tellement douloureuses et devenir après. Ensuite, j'ai une autre question. Moi, je soigne beaucoup les filles avec le baume du tigre. Et je vous assure que je n'utilise plus de space-fond, plus rien. Ça marche. J'y croyais pas, j'ai essayé. Et vraiment, chaque fois, je dis pas celles qui ont très très mal que ça va aller, mais en tout cas, ça les soulage. Vraiment, je n'utilise plus de space-fond, je n'utilise jamais le Doliprane. Ensuite, je voulais savoir, par exemple, une fille qui prendrait une pilule en continu, parce que ça existe, à un moment où elle ne veut pas d'enfant, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut faire quoi, pardon? Les pilules en continu. Ah oui, ça après, je ne suis pas médecin, donc il faudra poser la question au professeur Chantala. Mais il me semble qu'effectivement, il existe des pilules, notamment à base de progestérone, qu'on va proscrire en continu pour justement réduire le taux, enfin réduire ou en tout cas limiter l'influence de l'œstrogène qui va en fait contribuer à l'augmentation de ces implantes-là. Après, chez les jeunes filles, je n'ai pas vraiment de réponse, mais pour avoir discuté avec des pédiatres, etc., je sais qu'on parle de dysménorrhée, donc de douleurs liées aux règles, mais au-delà, par rapport au diagnostic, etc., ça, je ne peux pas me permettre de répondre. Et il faudrait peut-être garder la question pour le professeur Chantala après. D'autres réactions? J'ai une réaction par ici. Ah, un homme, c'est bien. Alors bonjour, vous m'entendez? Alors, je vous remercie tout d'abord de votre intervention, parce que c'est la deuxième fois que j'entends parler de l'endométriose. Une fois, j'ai eu un échange avec ma cousine, du coup. Elle m'avait parlé de ça, mais pas vraiment en approfondi. Et aujourd'hui, je tiens à vous remercier. Tout à l'heure, vous avez dit que l'endométriose peut se trouver ailleurs que dans l'utérus, par exemple dans l'intestin. Est-ce que l'endométriose peut se transformer en cancer, du coup? Wow, très, très bonne question. Est-ce qu'elle peut se transformer? Je sais qu'il peut y avoir, par exemple, des cancers de l'ovaire qui peuvent être liés. Mais après, en soi-même, je ne pense pas que ça puisse se transformer. Après, je n'ai pas de confirmation comme ça, parce que je n'ai pas Oui, il y a des conséquences, mais après, est-ce que ça se transforme en tumeur? Enfin, ça reste une tumeur, mais est-ce que non? Je pense pas, parce que à ma connaissance, non. À ma connaissance, je peux pas dire que ça se transformerait en tumeur. Voilà. Une autre réaction par ici. Bonjour. Oui. Et déjà, merci beaucoup pour la présentation, parce que même en tant que femme, j'ai appris beaucoup de choses que je ne maîtrisais pas. Pourtant, j'ai eu 2 enfants. En fait, ce que j'ai trouvé aussi, déjà dans un premier temps, super intéressant dans ce que vous avez souligné dès le départ, c'est qu'il n'est pas normal de souffrir, en fait, que ce soit pendant les règles ou pendant l'accouchement. Je dis que ça m'a touchée, que c'était important de le souligner, parce que à chaque fois, moi j'ai eu mes règles par exemple très tardivement, presque à 16 ans. Et dès que j'ai eu mes règles, j'ai eu beaucoup de douleurs. Et on me disait, mais c'est normal, tu es une femme, il faut serrer les dents, c'est comme ça, tu vas souffrir, mais dès que tu auras ton premier enfant, voilà, tu auras moins mal, etc., etc. Faux, archi faux. J'ai continué à avoir mal. Quand j'ai eu le premier, on m'a dit oui, mais bon, tu as accouché par césarienne, donc comme tu n'as pas poussé, tu n'as pas tout dégagé. Donc c'est normal d'avoir mal, va prendre des tisanes, etc., etc. On en parlait hier, il y a eu la conférence hier sur la médecine traditionnelle.
Bon, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, à chaque fois, on m'encourageait à prendre des tisanes, etc., pour ne plus avoir mal. Il y a 9 mois, j'ai eu mon deuxième enfant et j'ai toujours mal. Et on me dit, ben oui, ben en fait, il faut refaire un autre enfant pour ne plus avoir... En fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois, le problème ne peut pas être médical. C'est que quelque part, le message, comment est-ce que je le reçois, c'est que le problème, il se passe dans ma tête. Alors que je suis convaincue que le problème ne se passe pas dans ma tête, puisque quand j'ai commencé à avoir mes règles, par exemple, avant, j'étais dans un environnement très hostile. Donc, effectivement, j'avais encore plus de douleur. J'étais pliée en 4. J'ai maintenant un environnement plus sain. Je ne suis plus pliée en 4, c'est vrai, mais j'ai mal. J'ai des moments où, par exemple, je vais me dire je ne peux pas me lever pour aller à un endroit parce que c'est trop douloureux. Et il y a toujours cette idée de si tu n'y arrives pas, c'est que tu es une chochotte, quoi. Prends sur toi, nous sommes toutes des femmes, on a mal et pourtant on ne fait pas comme toi. Voilà, donc c'est juste pour insister sur le fait que c'est bien de rappeler qu'avoir mal, ce n'est pas normal. Merci. Merci à vous. Une autre réaction? Oui, c'est juste par rapport à la dame, par rapport au baume du tigre, mais vous le donnez aux filles, mais vous l'appliquez comment? Mais sur les parties génitales, à l'intérieur... Ah, le ventre, ok. Ok, d'accord, c'est bon, merci. Oui. Nous voilà rassurés. Après, quand... bon, j'ai partagé ton inquiétude. Attends, il y a d'abord toute solution pour soulager et la bienvenue, je pense, dans ce moment-là, à ce moment-là. Mais après, dans la baume des tigres, effectivement, il va y avoir des huiles essentielles qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Donc, ça va aider justement à réduire l'inflammation. Mais comment je veux dire, c'est au niveau juste du ventre, pas à l'intérieur. Hein. Donc, on précise bien. Par contre, et le dosage aussi, parce que ça peut provoquer des brûlures. Alors, pardon. On ne l'utilise pas chez les femmes enceintes, on ne l'utilise pas chez les enfants de moins de 5 ans. Et surtout, il faut faire hyper attention d'acheter le vrai. Parce qu'une fois, dans une pharmacie, il y a une jeune fille qui, je lui avais parlé du baume du tigre, donc elle y est allée, on lui a donné le baume chinois. Elle est revenue en pleurant, en me disant « ça ne marche pas ». Du coup, je lui ai échangé son pot, je lui ai donné un vrai. Voilà. Ça coûte 15 € ici. Moi, je l'utilise. Un pot, ça me fait 2 mois, mais je l'utilise 20 fois par jour, en moyenne. Et donc, une personne qui a vraiment mal, bah, elle va le garder 6 mois, quoi. Et puis, on sait que le baume du tigre s'utilise pour toutes les douleurs. Moi, j'utilise même pour les oreilles. Derrière l'oreille. Merci beaucoup. Sauf quand il y a du sang, donc pas de sang, pas de brûlure et pas les femmes enceintes. Merci beaucoup pour ces interventions. Avant-dernière réaction. Bonjour. Je voulais savoir, quand on a des règles douloureuses et abondantes, est-ce que la durée, il faut faire attention à la durée ou bien c'est comment? Après, bon, je ne suis pas spécialiste de ça, mais j'ai envie de dire que les règles, la durée, ça dépend de chacun, en fait. Donc, après, c'est à vous de voir, est-ce que vous êtes tout le temps comme ça, enfin, ou est-ce que c'est exceptionnellement que ça arrive? Donc, tout changement, je veux dire, au cours des années, tout changement doit être noté et, comment je veux dire, on doit faire attention à ça. Après, des règles abondantes, ça peut aussi, c'est pas forcément, donc comme j'ai dit, les symptômes que j'ai cités là ne veulent pas forcément dire qu'on a l'endométriose. Donc, ça peut être aussi d'autres facteurs comme les fibromes, etc., qui peuvent justement mener à des saignements importants. Et dans le cas des fibromes, par exemple, il peut y avoir des saignements même en dehors des règles. Et aussi, les fibromes eux-mêmes, enfin, au niveau peuvent justement provoquer des saignements importants. Donc, c'est très, très important. Dès que vous notez un changement, je crois qu'il existe des cas aussi où des gens qui ont de l'endométriose, mais qui ne le savent pas aussi. Donc,
quoi qu'il en soit, je pense que dès qu'on note un changement habituel, enfin, quelque chose qui sort de l'ordinaire, il faudrait penser à consulter. On peut l'avoir. Ah oui, oui, parce que comme j'ai dit, il y a tellement de facteurs qui vont entrer en jeu dont on ne connaît pas qu'il suffirait peut-être, par exemple, je ne sais pas, de changer d'alimentation pour qu'on change aussi tout dans notre corps. C'est-à-dire que peut-être que quelqu'un qui n'avait pas de douleur au début de ses règles peut avoir des douleurs à un moment donné de sa vie. C'est pas figé, on n'est pas figé, on est biologiquement parlant, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se renouvellent. Donc oui, effectivement, il y a l'influence de l'environnement aussi. Donc oui, biologiquement parlant, il y a beaucoup de choses qui rentrent en cause, mais dont on ne connaît pas forcément les mécanismes.